Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Assassinat de Thomas Sankara, plus de 20 personnes inculpées. L'information qui a été révélée par le journal Le Dossier cite le colonel Jean-Pierre Palm, ancien ministre des Sports de Blaise Compaoré, parmi les inculpés. Des populations de l'arrondissement 8 de Ouagadougou dénoncent une gestion opaque du lotissement et un silence du conseil municipal face à leurs préoccupations. Elles ont donné de la voix à travers un sitting ce jeudi à la mairie. Le Conseil supérieur de la communication et la Direction générale des impôts réfléchissent sur les mécanismes d'allègement de la fiscalité des médias au Burkina Faso. Les deux institutions ont à cet effet initié un atelier ce jeudi à Ouagadougou. C'était là le sommaire de votre journal. Bienvenue à cette session d'information sur Radio Liberté. Ces informations en bref pour ouvrir ce journal. Le détachement militaire de Compiègne-Biga, localité située à une quinzaine de kilomètres de Pama dans la région de l'Est, a été la cible d'une attaque dans la soirée du mercredi. Selon un communiqué de l'état-major général des armées, le constat fait état d'un blessé. À propos de cette attaque, l'agence d'information du Burkina fait un bilan de 6 véhicules militaires et 5 motos incendiées et des militaires toujours portés disparus. Côté commandement de l'armée burkinabé, c'est ce jeudi qu'a eu lieu la passation de charge entre Oumarou Sadou et Moïse Minungu, nouveau chef d'état-major général des armées. Il a été nommé à ce poste le 10 janvier dernier. Je vous le disais en titre, l'ancien ministre des Sports et Loisirs, le colonel Jean-Pierre Palm, est inculpé dans l'affaire Thomas Sankara. C'est la dernière parution du journal Le Dossier qui révèle l'information. Ancien commandant en chef de la gendarmerie nationale sous le Front populaire, le colonel Jean-Pierre Palm est inculpé pour attentat et complicité d'assassinat dans l'affaire Thomas Sankara. En plus de Jean-Pierre Palm, 23 autres personnes sont inculpées dans ce dossier. Des populations de Silmiougou dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou ont tenu ce jeudi un sitting à la mairie du dit arrondissement sous la houlette de la coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire CEDAIP de l'ex-arrondissement de Signorin et la coalition des associations pour la défense du droit au logement CADDL. Elles ont dénoncé ce qu'elles qualifient de gestion opaque de la question de lotissement ainsi que le mutisme du conseil municipal face à leurs préoccupations. On fait le point avec Danouma Ismaël Traoré. L'attribution de parcelles à toute personne ayant droit à Silmiougou et l'arrêt d'un éventuel déguerpissement des populations résidentes tant qu'elles n'ont pas été attributaires. Ce sont ces deux points essentiels qui ont amené des populations de Silmiougou sous la conduite de la coordination des CDAIP de l'ex-arrondissement de Signoguin et la CADDL à tenir un sit-in devant la mairie de l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Ernest Zemba, coordonnateur des CDAIP de l'ex-arrondissement de Signoguin. Depuis 2016, nous avons interpellé la mairie par rapport à cette question, puisqu'il y a des gens qui jusqu'à présent ne sont pas encore attributaires. Mais malheureusement, la mairie refuse de nous recevoir. On a introduit jusqu'à 2 plateformes revendicatives, celle de l'arrondissement numéro 8 et le cas spécifique de Silmiougou. Mais on n'a pas eu de concertation autour de ces plateformes revendicatives-là. Donc nous sommes là ce matin pour exiger de la mairie la prise en compte des préoccupations des populations de Silmiougou. C'est pour également interpeller à la mairie de ne pas s'amuser avec la vie des citoyens. Pour le premier adjoint au maire, la mairie de l'arrondissement 8 n'est pas habilitée à parler de l'attribution
de parcelles aux populations de Silmiougou, Seydou Ouedraogo. Il y a eu des rencontres que nous on a tenues à Silmiougou, c'est le chef de Silmiougou même avec la population. On a échangé, on a trouvé un terrain d'entente pour pouvoir commencer. Et si la population de Silmiougou dit que la mairie leur doit des parcelles, à ce niveau je ne comprends pas parce que la mairie n'a pas entrepris de bornage ou bien de lotissement. C'est la Sonature qui a pris une partie des terrains, des propriétaires terrains de Silmiougou pour lotir. Pour les dédommagements, c'est la mairie, la Sonature et puis l'urbanisme, les impôts qu'on a formé la commission d'attribution de parcelles. Ernest Zemba lui persiste. Le problème se situe au niveau de la mairie puisqu'après des rencontres avec la Sonature, cette structure aurait selon lui décliné toute responsabilité. Il a laissé entendre que leur sit-in n'est qu'une étape et des actions pourront suivre si leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. Quel mécanisme pour un allègement de la fiscalité des médias au Burkina Faso? Pour trouver les réponses à cette question, le Conseil supérieur de la communication, en collaboration avec la Direction générale des impôts, tient depuis ce jeudi un atelier autour de cette problématique. Le compte-rendu est signé Idrissa Koumbem. Parvenir à une approche consensuelle, des mesures à suggérer aux autorités pour l'adoption d'une fiscalité adaptée à la situation économique des entreprises de presse, c'est l'objectif visé à travers cet atelier sur la fiscalité des médias, selon le président du Conseil supérieur de la communication, Mathias Tankwano. De nos jours et au constat, peu d'entreprises de presse privée parviennent à supporter ces taxes fiscales et parafiscales. Au regard du rôle éminent que jouent les médias privés, de leur spécificité et à l'initiative conjointe de la Direction générale des impôts et du Conseil supérieur de la communication, il est organisé ce jour cet atelier portant sur la problématique de la fiscalité des médias au Burkina Faso. Cette problématique, selon le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, est d'une importance capitale au regard du rôle que jouent les médias. Rémi Fulgence Dandjino. L'environnement économique dans lequel nous opérons pour les médias, que ce soit privé ou public, est un environnement extrêmement délicat. Donc il est important aujourd'hui que nous réfléchissions sur la fiscalité et les possibilités que l'État peut offrir à ces éléments importants-là dans le fonctionnement de notre démocratie pour que cela puisse être quelque chose de périn et de porteur pour les populations. Dans le respect des conventions que nous avons à l'international, qu'est-ce qu'on peut faire pour les médias? C'est une question intéressante sur laquelle il faut réfléchir. Cet atelier a regroupé plus d'une centaine de participants issus du monde des médias venus des 13 régions du pays. Au cours de la cérémonie de lancement de cet atelier, le directeur général des impôts a laissé entendre que ce n'est pas la première fois que la question d'allègement de la fiscalité des médias est sujette à réflexion. Pour lui, la subvention de l'État à la presse et la création du fonds d'appui à la presse privée sont les résultats des réflexions antérieures. Adama Badolo s'exprime au micro de Idrissa Koumbem. Les débats sur la nécessité d'un allègement des charges fiscales et des différentes redevances acquittées par les médias ne datent pas d'aujourd'hui. Déjà dans les années 2013, un mémorandum avait été adressé par les associations professionnelles des médias aux plus hautes autorités de notre pays qui avait conduit à la mise en place d'un groupe de travail. Celui-ci avait esquissé les pistes d'allègement de la fiscalité sur les médias. Bien entendu, en la matière, il y a ce qui peut être entrepris au plan national et ce dont notre pays est incapable au regard des règles supranationales, notamment celles contenues dans les traités de la CEDEAO et de l'UEMOA. Entreprise libérale, certes, mais entreprise spécifique au regard de sa mission, la presse a toujours fait l'objet d'une attention particulière des plus hautes autorités de notre pays. L'illustre bien la subvention directe annuelle et la création récente du fonds d'appui à la presse privée. Retour sur l'audience du procès du putsch manqué de ce mercredi. Achille Tapsoba était à la barre pour donner sa version en tant que témoin. Les questions ont tourné autour des 10 millions de francs que le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, Edi Komboyego, aurait donné à ses militants.
Le point avec Idrissa Koumbe. Comment, pourquoi et qui a donné les 10 millions pour organiser la manifestation dans la journée du 17 septembre 2015? Voici la question qui divise les accusés Léonce Koné, Salifou Sawadogo et les témoins Marie-Joseph Achille Tapsoaba. Selon l'accusé Salifou Sawadogo, c'est le président du CDP Edi Kombego qui a remis la dite somme dans la soirée du 16 septembre pour la sécurisation des domiciles des responsables. Selon l'accusé, l'actuel président du CDP a donné cette somme à l'issue d'une rencontre du bureau exécutif national dans la soirée du 16 septembre. Il ajoute qu'étaient présents à cette rencontre Léonce Koné, Traoré Nia Moïse, Anissé Poda, Fatou Dendéré et bien sûr Achille Tapsoaba. Pour les témoins Achille Tapsoaba, vice-président du CDP à l'époque, les 10 millions venaient effectivement du président Edi Kombego, mais il précise que cette somme n'a pas été remise après la réunion comme l'avait dit l'accusé Salifou Sawadogo, mais au cours de la réunion dans la matinée du 16 septembre. Il ajoute que la somme n'était pas non plus destinée à organiser une manifestation pour soutenir le putsch, mais pour le lancement de la campagne électorale. L'accusé Léonce Koné lui se veut formel en signifiant qu'il n'a pas participé à la réunion au cours de laquelle les 10 millions ont été remis malgré les tentatives de démonstration de sa présence par son co-accusé Salifou Sawadogo. Face à la persistance de ce dernier à démontrer que la somme était destinée à la sécurisation des domiciles, le témoin va varier dans sa position en affirmant cette fois-ci que les 10 millions étaient destinés au lancement de la campagne électorale, mais qu'au regard de la situation, ils ont jugé bon d'utiliser cette somme pour organiser une manifestation pour donner leur position lors de la venue de la délégation de la CEDEAO, ce qui va amener Maître Hervé Kam de la partie civile à dire que le témoin fait de la rétention d'informations. L'avocat a invité le parquet militaire à prendre les dispositions qui sied pour sanctionner conformément au texte les témoins assermentés qui ne disent pas ou refusent de dire la vérité. Les débats du jour ont également porté sur les 20 millions reçus de la Côte d'Ivoire. Au sujet de cette somme, Léonce Koné a précisé que c'est bien lui qui a reçu cette somme de ses amis et connaissants de la Côte d'Ivoire. Il précise que cette somme a été affectée aux différentes structures du parti pour les activités de la campagne électorale des élections législatives. L'audience reprend le vendredi 1er février prochain au tribunal militaire. Actualité hors de chez nous, au Togo, 18 prévenus déjà jugés et condamnés pour des faits criminels ont bénéficié de la grâce présidentielle et 26 autres libérés provisoirement. Selon le gouvernement qui a donné l'information mercredi, cette libération répond à un souci d'apaisement du climat sociopolitique du pays et s'inscrit dans une logique des recommandations prescrites par la feuille de route de la CEDEAO. Au Nigeria, le président du Congrès des progressistes APC, parti au pouvoir, a été enlevé lundi dernier par des individus armés dans l'état d'Abia, dans le sud-est du pays. Cet enlèvement a eu lieu quelques heures avant la visite du président Muhammadu Buhari dans le sud-est, a indiqué le porte-parole de la police du dit État. Le secrétaire général de l'ACP, qui a également confirmé le kidnapping, a quant à lui accusé l'opposition d'avoir voulu perturber l'arrivée du président dans la région, une région généralement acquise à celle-ci. Nous restons toujours au Nigeria où deux proches du président Muhammadu Buhari, dont l'ancien secrétaire du gouvernement Bashir Lawal et un ex-chef des renseignements, ont été inculpés ce jeudi pour corruption. 10 chefs d'accusation ont été formulés contre le premier par la Commission des crimes économiques et financiers. Celui-ci est accusé entre autres d'avoir accordé des marchés à des entreprises qu'il dirigeait ou possédait durant la présidence de Buhari. Le second, qui dirigeait l'Agence nationale du renseignement, est accusé de détournement de fonds. Les deux comparaîtront à la barre dès ce vendredi. Et pour terminer, en Guinée équatoriale, un parti d'opposition réclame le départ de Yahya Jammeh du pays, rapporte Jeune Afrique. Le parti Convergence pour la démocratie sociale a manifesté cette hostilité vis-à-vis de l'ex-président gambien mercredi à travers des affiches accrochées devant son siège à Malabo, la capitale du pays. Ce parti demande que Yahya Jammeh rentre chez lui pour répondre de ses actes et crimes commis
commis durant son règne. Rappelons que depuis son départ forcé de la Gambie en janvier 2017, après sa défaite face à Adama Barrow, Yaya Jammeh s'est installé dans une ferme en Guinée équatoriale. Ainsi s'achève ce journal réalisé par Tiona Sanogo. Merci de votre aimable attention.